Bonjour à tous, si vous venez d'allumer votre poste téléviseur, sachez que la première partie de votre matinale Actu Matin vient de prendre fin. Elle a commencé depuis 6h30, mais l'émission se poursuit avec la deuxième partie qui s'ouvre maintenant. Nous y ferons le débat politique du lundi matin. Depuis leur entrée à l'Assemblée nationale, les députés du parti Les Démocrates de l'opposition ont un geste presque mécanique, le rejet de tout ce qui leur est proposé à examen, le rapport d'activité du président de l'institution, l'élection des responsables des commissions de l'Assemblée. Tout a reçu un carton rouge. N'en font-ils pas trop sinon? À quoi rime cette posture? Nous ferons le débat tout à l'heure. Le commentaire de Franck Aounou nous aidera à planter le décor, puis nous ferons de la place à Kamel Ouassangari, député à l'Assemblée nationale, sous la bannière de ce parti. Il nous expliquera mieux ce comportement. Dans la troisième partie de cette émission, nous reviendrons sur les principaux sujets qui ont fait l'actualité la semaine écoulée. Elle aura été marquée par des émotions très fortes, vous le savez, notamment avec des explosions à Tofo qui ont engendré une dizaine de blessés, dont certains très gravement, et par des attaques de personnes inconnues armées contre des civils à Kéro, puis à Banikoara. Là-bas aussi, on parle d'une dizaine de victimes, sauf qu'ici, elles ont toutes péri. Actu Matin, c'est surtout l'actualité comme proposée par les quotidiens. Et ce matin, ils sont déjà dans les kiosques avec des titres variés. Nous vous convions à les consulter. Bienvenue sur Actu Matin. Bon réveil à tous. Voici la une des journaux. Et nous ouvrons comme d'habitude par le quotidien de service local maison, fraternité, publication des rapports d'exécution des comptes de campagne pour les législatives 2023. Tout sur les dépenses des partis entre 1,928,226,716 francs CFA et ce sont 8,480,618 francs CFA décaissés par les formations politiques. Financement du projet féministe en action, oui, OSC, organisation de la société civile donc, du Bénin et du Togo reçoivent des chèques pour plus de résultats. Dernière étape du 18e tour cycliste du Bénin. Le Marocain Ed Dagmi Ashraf porte le maillot jaune Castelbir. 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin. Le FDA et le MCA Bénin annoncent les couleurs. Massacre de Kaobagou, la révolte des ruraux. C'est une réflexion à retrouver à la page 6. Transformation d'Orange en Afrique de l'Ouest. Orana, la plus grande usine de concentré implantée à Zakota. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. NCA Bank Bénin offre 1000 moustiquaires au CS de Semepodi. Nous passons au quotidien suivant. Il s'agit justement de le matinal. Réforme dans le secteur des médias au Bénin. La bonne foi du gouvernement confirmée. Le rapport de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, toujours attendu. La Nation, le quotidien de service public, audience au palais de la Marina, une offre américaine pour renforcer la sécurité au Bénin. La Nouvelle Tribune, explosion à l'école des officiers de Tofo, des cas critiques évacués en France. Le Progrès, attaque terroriste au Bénin, le Congrès américain, un renfort. Le quotidien L'Informateur. Législative de janvier 2023, ce que chaque parti a à dépenser. Et vous avez justement les détails proposés en manchette par le quotidien. UP le renouveau, 1,763,685,142 francs CFA. Le bloc républicain, 1,928,226,716 francs CFA. Les démocrates, 1,11,847,226 francs CFA. Moelle Bénin, FCBE, MPL, les détails par partie, vous les trouvez dans les colonnes de la parution. Nous passons à un autre quotidien. Il s'agit cette fois-ci de Diakpata. Acte terroriste au nord du Bénin. L'armée éprouvait un casse-tête pour le gouvernement. Football béninois, enclos de laxisme qu'il faut assainir, dénonce la parution. La cime de l'information, recrudescence de vols de tout genre dans certains villages
de l'arrondissement de Zé, la police doit multiplier les patrouilles. Dynamisme, info, taux de chômage et de sous-emploi au Bénin, la rupture dans les mélanges de terminologie. Le télégramme assise nationale, maîtriser la dynamique démographique au Bénin. L'affiche du jour, décrispation politique au Bénin, le durcissement des positions, un obstacle à la libération de Haïva et Madougou. La cloche, célébration de la journée internationale de la sage-femme 2023, le gouvernement magnifie les femmes de ce corps de métier. Nord Sud Quotidien, campagne législative, les démocrates ont dépensé quand même. Le matin, coopération militaire Bénin-USA, une délégation du Congrès américain reçue par Patrice Talon à Cotonou. La priorité, campagne tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Au Bénin, le tandem gouvernement-UNICEF en action dans le Koufo. La relève info, situation délétère de la presse sous la gouvernance Talon. Marcos Kwakwegbe dénonce et accuse, lire sa lettre ouverte adressée au chef de l'État et puis naissance de l'Alliance des forces nouvelles, stimuler l'esprit d'entreprise, le coopératisme et l'économie créative. On retourne à la une de Fraternité, publication des rapports d'exécution des comptes de campagne pour les législatives 2023. Tout sur les dépenses des partis politiques entre 1 milliard à 928 millions de francs CFA et 68 480 618 francs CFA décaissés par les formations politiques. Financement du projet féministe en action. 8 organisations de la société civile du Bénin et du Togo reçoivent des chèques pour plus de résultats. Dernière étape du 18e tour cycliste du Bénin. Le Marocain Ed Dogmi Ashraf porte le maillot jaune Castelbir. 18e édition du Salon national de l'artisanat au Bénin. Le FDA et le MCA Bénin annoncent les couleurs. Massacre à Kaobagou, la révolte des ruraux. Transformation d'orange en Afrique de l'Ouest. Orana, la plus grande usine de concentré implantée à Zakota. Et puis journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et bien NCA Bank Bénin offre 1000 moustiquaires au CS2. Ainsi donc se résume, je dois dire, l'actualité proposée par les quotidiens dans leur publication. On pourrait fouiller quelques pages, notamment à l'intérieur de Fraternité, le quotidien qui paraît à ménoter, avec quelques précisions sur les sujets de l'actualité relayés par les parutions ce matin. Je parlais par exemple de cette explosion survenue à l'école nationale des officiers de Tofa par exemple. Le bilan s'alourdit au niveau des victimes. Le gouvernement prend des mesures et détail pour détail. Eh bien, le journal nous apprend qu'après environ 4 jours de soins intensifs, 2 soldats sont passés de vie à trépas le vendredi dernier. Et pour éviter que le pire survienne, le gouvernement du Bénin, de Patrice Talon, à travers le ministère de la Santé, a dû solliciter l'expertise des médecins français. Autre détail, autre information qui pourrait vous intéresser aussi, c'est cette réflexion proposée dans la colonne toujours de Fraternité. La révolte des ruraux, ça concerne justement cette actualité avec l'agression de civils à Kaobagou dans la commune de Kéro, avec le massacre de Kaobagou. Il est désormais établi, publie le journal, que quelques hommes déterminés jusqu'au boutiste peuvent mettre en péril la paix si chère à notre pays. Nous ne sommes plus un sanctuaire à marge de la barbarie qui secoue nos voisins depuis des années. Plutôt que d'adopter une posture de déni, nous devons plutôt réfléchir à 2 fois sur comment faire pour conserver le legs ancestral qu'est le Bénin. Et puis le journal qui propose sur le coup terme, notre armée sera un rempart contre ces gens-là, mais à un horizon plus éloigné, seule notre cohésion retrouvée nous permettra de tenir face aux assauts de ces hors-la-loi. Achetez Fraternité, abonnez-vous et lisez, c'est la bonne information, l'information de qualité. L'information de qualité aussi, à travers la rédaction de Canal 3 Bénin qui va nous proposer ce matin le bulletin de l'information avec William, déjà installé. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. On aura beaucoup d'éléments dans votre bulletin à présenter tout à l'heure. Et déjà une idée, la phase pilote de démantèlement des réseaux électriques de fortune, la société béninoise d'énergie électrique. Et là, nous sommes en titre, mais fait aux toiles d'araignée. L'opération a démarré à Révier, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi ce week-end. Sur le terrain, le directeur général de la SB2E en personne a assisté à l'installation et la mise en service des compteurs et autres installations techniques dans plusieurs ménages de la localité. Détail à suivre.
Marabout Chéri, c'est le nom d'une toute nouvelle sortie en salle obscure. En fin d'avril seulement, l'œuvre cinématographique a été dévoilée au public international. Et déjà ce week-end, le film a été projeté ici même à Cotonou, à Canal Olympia ou à d'Est, un quartier donc de la ville, capitale économique. On va revivre l'ambiance de cette soirée en fin de mini-journal de ce matin. Vous êtes sur Actu Matin, c'est la deuxième partie. Voici le bulletin. William, bonjour encore. Bonjour encore Tanguy et bonjour à tous. Les réseaux électriques de fortune appelés toiles d'araignée sont en train d'être démantelés sur le territoire national. C'est un projet dont la phase pilote Tanguy est lancée par le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Réville. La phase d'essai est prévue pour durer 1 mois. Les détails de Teddy Goudalo. Gérard Zagrodnik, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, supervise lui-même cette opération de branchement au réseau électrique. C'est le lancement de la phase pilote du projet de démantèlement des réseaux électriques de fortune, communément appelé toile d'araignée, sur toute l'étendue du territoire. En effet, il y a une branche du projet 2 millions d'abonnés qui prévoit que les réseaux de fortune en toile d'araignée, les réseaux en toile d'araignée dans nos localités seront démantelés dans toutes les localités où le réseau de la SBE passe normalement. Parce que comme vous le savez, ce réseau est dangereux et c'est pas du tout bon. Quand il pleut, les bois de fortune, le câble que les gens utilisent pour faire le travail, c'est des matériels précaires et donc ça ne sécurise pas du tout la population. La phase pilote de ce projet qui démarre dans cette localité de Sogan à Révier dans le département de l'Atlantique va durer 1 mois. Dans la zone ici et en fait dans la grande zone de l'Atlantique, dans cette commune, la SBE a mis 41 milliards d'investissements pour mettre un réseau moderne, pour pouvoir brancher les gens, tout ça. Donc il faut aller au bout et il faut maintenant terminer l'exercice. Donc je n'ai aucun doute que ça va être un succès. La zone est libérée des toiles d'araignée qui étaient source de plusieurs cas d'incendie et même d'électrocution selon les riverains. Avant, on faisait toile d'araignée, on payait le courant plus cher chez d'autres personnes avec toutes les conséquences. Nous tenons à vous remercier énormément, monsieur le DG. Mais en enlevant les toiles d'araignée, il faut nous aider à renforcer le réseau. Nous n'avons pas de transformateur fiable. Donc pour nous, c'est un grand soulagement. Ils vont pouvoir constater moins de baisse de tension, en fait une bonne tension qui n'endommagera pas leurs appareils électriques, l'appareil comme les télévisions, l'ordinateur, toutes ces choses-là, ou tout simplement le frigidaire. Donc tous ces appareils-là vont beaucoup mieux se comporter. Donc il faut attendre ça, mais il faut d'abord mettre le réseau aux normes. C'est donc un soulagement pour ces populations du village Sogan à Abomey-Calavi qui ont désormais accès à l'énergie électrique sécurisée et de bonne qualité. Dans un autre volet de l'actualité, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a bouclé sa tournée vendredi dernier. Tournée nationale entreprise dans les 12 départements depuis le 14 mars dernier. Tournée de Yves Chabi-Kouaro pour s'imprégner des difficultés auxquelles les différents acteurs du système éducatif au secondaire sont confrontés en vue de trouver des solutions idoines pour remédier à ces difficultés. La démarche du ministre a été saluée par les acteurs de l'école. Imet Hélène Moussou. C'est la dernière étape de la tournée du ministre à charge des enseignements secondaires. À Natitengu, pour le compte du département de l'Atakora, Yves Chabi-Kouaro est venu s'imprégner des difficultés qui minent le système éducatif. Ici, les différents acteurs conviés à cette séance vont énumérer les facteurs qui militent en défaveur de meilleures performances scolaires. Ces problèmes ont pour nom l'insuffisance des centres de formation professionnelle, l'insuffisance des lycées techniques, l'insuffisance des salles de classe, l'insuffisance d'enseignants qualifiés, notamment les professeurs certifiés, surtout en sciences, le problème de formation des aspirants au métier d'enseignant.
la presque inexistence de laboratoires et de bibliothèques équipées dans la plupart de nos collèges à second cycle. Nous allons ensuite parler de l'insuffisance du matériel roulant. Nous avons un seul véhicule pour 8 inspecteurs. Et nous n'avons pas de CVA pour conduire le 10 véhicules. Toutes ces préoccupations sont prises en compte par le gouvernement au dire de l'autorité ministérielle qui a d'ailleurs mis l'accent sur les réformes engagées et les orientations données pour rendre performant le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À toutes ces préoccupations, nous avons donné des réponses. Heureusement, c'est des chantiers que nous avons déjà ouverts. Nous travaillons déjà sur ces chantiers pour donner satisfaction donc, aux différents acteurs. Ce que nous aurons à faire, donc, c'est d'accélérer l'exécution des chantiers et surtout d'imprégner une gestion, mettons, rapprochée des acteurs. Il faut noter que les différents acteurs ont salué les réformes en cours. Ils ont également salué les mesures, mettons, sociales prises par le gouvernement tout récemment, l'exonération de la contribution des filles au second cycle. Ils ont salué également le programme AME, ils ont fini par comprendre ce que c'est. Cette tournée est l'expression de la volonté du ministre engagé à améliorer l'offre éducative et les performances scolaires. Nous sommes très honorés de recevoir la délégation du ministre aujourd'hui et nous le remercions pour son leadership qu'il met au service de la modernisation de notre système éducatif. Un dispositif composé de panneaux solaires et de bonbonnes pouvant permettre l'irrigation d'un quart d'hectare a été remis aux responsables du lycée agricole de Natitengu. Un don de la Société nationale de mécanisation agricole, très salué par tous les acteurs. Voilà, c'était plutôt un reportage signé Abdou Sahabi Idrissou et Alassane Arona. C'est justement maintenant que nous allons retrouver Imet Hélène Amos-William. On en vient à cette conférence de presse des autorités départementales des collines sur l'affaire d'empoisonnement de fromage qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Face aux professionnels des médias, les directeurs départementaux de la santé et de l'agriculture ont apporté un démenti formel à cette rumeur. L'annonce qui a causé une panique dans le rang des populations ainsi que de nombreux usagers qui transitent par Dassa Zoumé. Imet Hélène Amoussou, qu'on va justement retrouver maintenant, Tanguy. Cette sortie pour clarifier une situation de panique qui embrasse de plus en plus les collines. Depuis peu, il circule sur les réseaux sociaux une information selon laquelle les fromages produits par la communauté Peul de Dassa Zoumé seraient empoisonnés. Ceci en représailles aux derniers incidents survenus à Soklobo. Face aux professionnels des médias, les autorités départementales apportent un démenti formel. C'est une fausse information. Le fromage, c'est un produit béni. Ça provient du lait de vache. On ne met plus aucune chose dans le lait pur pour pouvoir transformer le fromage. C'est un processus et c'est ça que nos femmes suivent pour pouvoir le faire. La situation qui prévaut depuis ces publications n'a pas laissé indifférentes les autorités sanitaires de la région, de même que celles en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. En collaboration avec la police républicaine, des enquêtes ont été diligentées. Nous avons un circuit habituel qui permet de remonter les informations, surtout dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de toute situation anormale qui concerne la santé. Donc nous avons activé ce dispositif-là. Il n'y a rien de tout ça, ni les agents de santé des aires sanitaires concernés, ni les autorités locales, ni les structures chargées de recueillir les corps des personnes en fin de vie, ni les structures de la police n'est au courant d'une situation du genre. Personne n'a eu une plainte pour dire « Ah, voilà ce qui vient de se passer ». En attendant, on va toujours continuer par fouiller l'information. Mais à l'état où on est, on n'a pas de preuves palpables pour dire qu'il y a eu des morts qui sont dues à la consommation de fromage infecté ou bien de fromage intoxiqué. Pour le moment, les investigations continuent, mais en attendant de situer les responsabilités, les populations sont appelées au calme. Elles ont aussi été rassurées de la qualité des fromages produits et mis en vente actuellement dans le département.
Je voudrais profiter pour rassurer les consommateurs de ces produits laitiers, de fromage, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que ce qui circule, c'est une rumeur. Néanmoins, nous allons conseiller à toutes ces dames, à toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette filière de veiller à la bonne conservation de ce produit et de profiter pour éliminer systématiquement tout produit dont l'État paraît suspect. Pourri par exemple, gâté, fermenté jusqu'à un certain degré. Profitant des caméras et micros, les autorités ont également prodigué des conseils aux fabricants de ce produit laitier. Ils sont appelés à veiller davantage à l'hygiène des récipients utilisés afin de préserver la santé des consommateurs. Marabout Chéri, une des dernières sorties production dans l'univers du cinéma africain. Le film a été dévoilé au public seulement le 28 avril dernier, mais le long métrage était déjà au programme ce week-end, samedi précisément à Canal Olympia de Cotonou. Une équipe de Canal 3 était bien au rendez-vous de la projection ici en salle au Bénin. Suivez le reportage. Spécial soirée cinéma ce samedi 6 mai 2023 à Canal Olympia de Cotonou. Au menu, la projection de Marabout Chéri, un film de la célèbre actrice ivoirienne Kadi Touré, du comédien sénégalais Kader Gadji et de Cheikh Ivan, journaliste ivoirien multimédia et promoteur d'événements culturels. Du ministre en charge des sports aux professionnels des médias notamment, au terme de la projection, la qualité de l'œuvre fut unanimement louée. Je suis fier de cette Afrique qui s'exprime d'aussi belle manière. Ce que nous avons vécu dans ce film, c'est d'abord le talent, c'est la capacité à travailler, mais c'est aussi un voyage dans notre univers à tous. Après avoir regardé Marabout Chéri, je peux dire que je suis très satisfaite et très contente d'avoir vu ce film. Parce que déjà, le premier point positif, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer la suite. La plupart des films, quand on voit déjà le début, le déroulement, on pense déjà un peu que ça s'est terminé comme ci, comme ça. Mais jusqu'à la fin, on n'arrivait pas à savoir ce qui allait se passer. Donc c'est déjà très bien. Je viens de suivre une production extraordinaire qui nous replonge en réalité dans ce qu'est l'Afrique, et dans ce que sont les hommes de façon générale. Je tire un chapeau à Kadi Touré, à Cheikh Ivan et à tous les autres. C'est la preuve que l'Afrique a du talent et que nous avons la capacité de faire des choses. Vraiment, je crois que moi-même, il y a longtemps, ça fait au moins plus de 15 ans, 20 ans, je ne me suis pas assis dans une salle de cinéma pour suivre le cinéma concernant le film. On se va à la maison, c'est vrai qu'on s'ennuie, on s'endort devant la télévision, mais c'était vraiment génial. C'était un super film. Je pense que nous, au Bénin, moi, mon souhait en tant que Béninois, j'aimerais qu'on puisse aussi refaire le même parcours que les Ivoiriens font d'habitude, tourner de ce genre de film au Bénin. En tournée de promotion de leur tout nouveau bébé, les deux acteurs principaux de cette comédie, en l'occurrence Kadi et Cheikh, ont d'ailleurs marqué de leur présence cet événement, occasion pour eux de revenir notamment sur les thématiques abordées et la leçon à tirer de leur production. Je pense que tous les hommes dans la salle partagent mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. En d'autres mots, les hommes béninois dans cette salle sont des infidèles. Bon, des infidèles qui se sont rattrapés à la fin. C'est ça qu'on va retenir. L'autre leçon dans cette histoire, ces histoires de marabout, il ne faut pas du tout y croire. Voilà, c'est de la foutaise. En ce qui concerne la question relative à la réalisation possible de Marabout Chéri 2, Kadi Touré s'est montré plutôt un peu emballé. Entre infidélité, intrigue, jalousie, maraboutage et avec Cheikh, Kadi et Kader respectivement dans les rôles de chef d'entreprise, épouse du chef d'entreprise et marabout, Marabout Chéri vous promet 1h22 de sensations intenses. Un film à voir absolument.
Et ce sera tout pour cette première intervention, Tanguy. Merci pour ce premier service, William. Cliquez tout à l'heure pour participer au débat politique de ce matin. On va s'interroger sur cette attitude, au sujet de cette attitude des députés du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Carton rouge pour tout ce qui passe devant eux. On verra bien de quoi retourne cela. Il y a d'ailleurs le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor. Et puis on aura un invité par ici, Kamel Ouassangani, qui est du parti et qui est député à l'Assemblée nationale. Il nous expliquera ce qui se passe là-bas tout à l'heure, William. Très vite. Donc. Et juste après vous, le bulletin, doit le dire, de l'information, des informations sportives avec Ali Moumouni déjà installé. Ali, bonjour. Bonjour, Tanguy. Et le Bénin, le Tour du Bénin qui s'est terminé, le Grand Prix qui clôture l'événement. Cela a eu lieu hier sur la route des pêches. On va rapidement faire une pause pour revenir à travers la transition. Et j'en parlais, Ali, bonjour à nouveau. Bonjour. Le Tour du Bénin s'est terminé. Le Grand Prix qui clôture l'événement a eu lieu hier sur la route des pêches. Oui, et il est remporté par le Mauricien Roger Lagan Christopher après donc 2 heures, 4 minutes, 49 secondes. Celui-ci est suivi donc du Néerlandais Mers Peter et l'Algérien Cheblaoui Oussama. 62 coureurs donc étaient inscrits au départ de ce critérium de 87 km, soit une distance de 10 tours de la distance retenue sur la route des pêches, mais avec des abandons à l'arrivée. Quant au tour proprement dit qui a pris fin le samedi dernier par la 5e étape de Serroué à Cotonou sur une distance de 124 km 71. C'est le Marocain Ashraf Edogme qui remporte le maillot jaune, titre qui s'est offert depuis le début de la course. Côté béninois, Ricardo Sodjedi fait forte sensation en terminant à la 10e place au classement général. Tanguy a seulement 50 secondes du maillot jaune de cette 18e édition du Tour du Bénin. Terminus donc, tout le monde. Donc voilà. Les places sont connues, les résultats, le classement général et tout. Ah oui. Rendez-vous l'année prochaine pour la 19e édition. On va à présent parler football. On commence par la Super League Pro du Bénin. La 15e journée a été disputée ce week-end. Entre autres résultats, la défaite des Buffles Tanguy. Vous vous rappelez ici, après donc deux victoires d'affilée, les Buffles se sont inclinés ce week-end. C'était donc du côté de Grand Popo face à l'Auto FC, 2-0 à l'arrivée, ce qui permet donc à l'Auto de se repositionner au classement général. Dadje FC s'est imposé 2-1 à l'Union Sportive des Cavaliers de Niki. Damissa a pris le dessus, 2-0 sur Bani Gansé hier. Donc il y avait plusieurs rencontres qui ont été disputées, entre autres le match nul entre l'AS Cotonou et l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. 0 but partout. Aïstakone s'est incliné à domicile 2-0 face à Dynamo FC d'Abomey. Aspak a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Ketou. Ayema et Requin se sont séparés 2-2 sur le score d'un but partout. Les Dragons se sont inclinés 1-0 face au leader actuel au classement général. Le classement se présente comme suit, comme vous le voyez déjà sur le tableau. Coton FC leader avec 35 points désormais. L'Auto qui est dauphin avec 30 points, 5 points d'écart toujours entre les deux formations. Et puis Ayema qui est 3e avec 29 points après son nul hier. En bas du classement, il y a toujours les Buffles maintenant qui sont retournés dans la zone rouge après leur défaite. Et donc les Buffles ont désormais 14 points moins 8 au classement général. Et donc les Dragons de l'Ouémé sont donc en bas définitivement de ce classement général avec 7 points moins 11. On va descendre d'un cran et parler de la Ligue Pro Suite. C'est l'autre compétition réservée aux équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour la Super League pour à l'issue de la première phase de la Ligue professionnelle du Bénin. La zone A et B, c'est bien sûr la zone septentrionale et la zone du centre du Bénin. Il y a donc Dynamo FC de Parakou qui était à domicile face à Énergie 4-1 à l'arrivée. Pour les Parakois, la Estonais s'est imposée à Dynamique FC de Djougou 1-0. Beke s'incline sur le même score 1-0 face à Espoir FC de Savalo. Les Panthères ont pris le dessus sur Rodio FC 1-0 également. Et puis le nul de 0 but partout entre Soleil FC et Real Sport de Parakou. Dans la zone C et D, il y a donc cette victoire de la jeunesse sportive de Pobé 1-0 face à Sitatunga of Massad. Et avant Communist Sport CCPA sur Dosado, 1 but partout. Avtija s'impose 3-1 face à Jeffa FC. Aziza de son côté s'incline face à Sobimap Sport 2-0. Il faut également noter la victoire 2-0 de la jeunesse sportive de Ouida
2-0 face à l'association de la police républicaine. On va faire un tour désormais du côté du continent pour parler de cette compétition des moins de 17 ans. On parle bien sûr des cadets, la CAN qui se déroule du côté de l'Algérie. Les dernières rencontres comptant pour les matchs de la 3e journée ont eu lieu hier. Et il y avait donc dans le groupe C le Burkina Faso qui était face au Cameroun. Ce sont les Burkinabés, les étalons qui se sont imposés à leur adversaire des Lions sur le score des Lionceaux, bien entendu, sur le score de 2-1 à l'arrivée, ce qui permet donc au Burkina Faso de passer au prochain tour de cette compétition au classement. Donc le Mali est leader dans ce groupe C, suivi du Burkina Faso. Pour les affiches des cas, ça se présente comme suit. Sénégal aura pour adversaire l'Afrique du Sud. C'est à partir de ce mercredi 10 mai. Le Maroc jouera donc à 20h face à l'Algérie. Le jeudi, il y aura les rencontres Mali face au Congo et puis le Nigeria qui aura pour adversaire le Burkina Faso. On va finir par les pétanques cette fois-ci. L'actualité des 50e mondiaux de pétanque que le Bénin s'apprête à accueillir en septembre prochain tient désormais d'une évidence. À mesure que l'on approche l'échéance, les différents acteurs témoignent de l'urgence du défi que constitue l'organisation de cet événement d'envergure. Ce samedi, la Confédération africaine des sports boule a investi des hommes pétris de connaissances et d'expérience pour tenir le rôle de chargé de mission de l'instance fêtière de la pétanque africaine au sein du comité national d'organisation. Leur mission aussi délicate qu'exaltante est ici déclinée par le président Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports boule que je vous invite à suivre. Je puis vous rassurer que le chef de l'État et du gouvernement, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement ont pris la mesure de cet événement planétaire sportif et s'y sont engagés avec détermination. En conséquence, dans l'exercice de vos tâches différentes, vous voudrez bien, en cas de questions embarrassantes, vous référer au président de la Confédération que nous sommes. Cependant, nous souhaiterions obtenir de vous, à 4 mois de compétition, des comportements dignes de responsables guidés par la courtoisie et la loyauté dans la plus grande humilité, car la cause est certes grande et commune, mais l'image de la Confédération africaine de sport boule et surtout celle de la République du Bénin doivent être bien soignées et sauvegardées. À peine installés qu'ils mesurent donc la teneur de leur cahier de charge au micro de nos confrères. Je vous invite à suivre les premiers mots des chargés de mission nouvellement installés. Il y a divers comportements que nous devons maîtriser. D'abord, ceux qui sont nos ambassadeurs. L'équipe, ceux qui vont défendre le drapeau national. Dans quel état sont-ils? Quelles sont les conditions pour mieux les préparer à relever le défi au nom du Bénin? J'entends les Béninois dire, partout où je passe, nous serons champions du monde. Mais attention, ça sera l'occasion pour vous de voir ce que c'est que la pétanque. Avec les diverses compétitions à l'intérieur. Le package que le Bénin a obtenu pour septembre prochain, il est volumineux. Parce qu'on a les triplettes, on a les tirs de précision, on a les doubles et les singles. Jamais ou bien rarement un pays a pu l'obtenir au niveau du monde. Nous accueillerons 60 nations. Nations dans lesquelles le sport boule ou pétanque, comme d'autres le disent, est un sport roi. Allez à Marseille, n'est-ce pas, mes amis? Allez à Bilbao, en Espagne. Allez à Pattaya, en Thaïlande. Et vous verrez, on joue les boules. Et quand on a dit boule, je pardonne à ces esprits qui n'aiment pas le Bénin. Le Bénin peut se révéler de toutes les manières. On dit Coupe du Monde. Il n'y a pas que la Coupe du Monde de football. Mais déjà qu'on organise une Coupe du Monde, nous serons, mon Dieu, devant la scène
sportive, mais devant la scène internationale, pour ne pas dire devant la diplomatie agissante. Un championnat du monde comme celui qui sera organisé au Bénin en septembre 2023, c'est un confluent d'activités. Et vous savez, le sport est une matière transversale, de sorte que en matière de sport, le juridique et le judiciaire sont toujours en amont et en aval. Et ce qui est intéressant pour que les choses se passent très bien au Bénin, il serait intéressant que tout ce qui sera fait comme activité, nous puissions faire de la prévention juridique pour éviter aux athlètes qui seront là, pour éviter aux délégations, pour éviter à l'organisation tout désagrément à caractère juridique et judiciaire. Pour rappel, le Bénin abrite du 8 au 17 septembre prochain les 50e championnats du monde de pétanque, couplés donc au championnat du monde de tête-à-tête, double et double mixte, une première dans l'histoire de la pétanque mondiale et du sport au Bénin. Tanguy, c'est tout pour ce matin, mais demain sera un grand jour. Apprêtez-vous pour la Ligue des Champions. Ah oui, tiens, c'est un grand devoir en effet, oui. Avec beaucoup de matchs assez alléchants au programme. On rendra compte de tout cela dans le bulletin des informations sportives. Ali Mouni, merci beaucoup. Vous nous aviez présenté justement l'actualité sportive. Faites un peu de tout ce matin sur Actu Matin, de la pétanque, du foot et du vélo. Bonne journée à vous, Ali. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant aux commentaires du jour. Voici Franck Aounou. Envie de vivre un moment mémorable et authentique? Alors, ne manquez pas le grand concert d'hommage au maestro Boukana Maïga. Un concert live VIP, dîner de gala le samedi 13 mai 2023 à 20h précise au nouveau hôtel Orisha de Cotonou. Artistes invités, El Chakone, Afiamala, Josmito, Robin Gardan et Sekouba Bambino. Participation 100 000 francs CFA. Achetez vos tickets en ligne sur thepass.vip. Sponsor. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. L'opposition fait-elle le job là-bas à l'Assemblée nationale où elle a fait son entrée à l'occasion des dernières législatives tenues notamment en janvier dernier? C'est la question au cœur du commentaire de Franck Aounou ce matin. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. L'opposition désormais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela change dans la gouvernance de l'institution? À mon avis, 2 ou 3 choses, Tanguy. Première chose, c'est la qualité des débats. Qu'on le veuille ou non, depuis l'arrivée au Parlement de 28 députés démocrates, il y a un autre point de vue que nous entendons, contrairement au passé, où tout ce qui sort du palais des gouverneurs est assez de pur produit de la mouvance et donc pas trop intéressant à consommer. Au moins aujourd'hui, sur telle ou telle question, eh bien, tenez-vous tranquille, les députés dits de la minorité se font entendre et tentent d'influencer autant que faire se peut les textes de loi qui sont votés ou encore des décisions qui sont prises. Plus rien n'est gagné d'avance avec ces hommes et femmes qui émettent des voix discordantes à l'hémicycle
Deuxième chose, on assiste désormais à un renforcement de la démocratie béninoise, cette démocratie qui voudrait, dans la logique des choses, que l'on ait une mouvance et une opposition au Parlement. Le vocable Parlement monocolore a quitté les langages, cela a corrigé un tout petit peu l'image du Bénin aux quatre coins du monde. C'est une nouvelle avancée, à mon avis, pour le Bénin, qui longtemps, en tout cas pour le temps de la 8e législature, a été mal vue de la communauté internationale. Et puis enfin, cette entrée de l'opposition au Parlement crée un climat de confiance entre l'institution et le peuple. Toutes les sensibilités se sentent concernées par tout ce qui s'y passe. Les mouvanciers se sentent rassurés parce qu'ils ont des députés qui les représentent valablement là-bas. Autant les opposants se sentent plus concernés, jamais rassurés parce qu'ayant leur porte-voix parmi les 109 députés qui sont élus. Alors, il y a longtemps qu'on les attendait à l'Assemblée nationale, en tout cas tout le long de la mandature précédente, on ne les avait pas vus. Ils y sont maintenant. Est-ce qu'à votre avis, ils comblent les attentes des populations? Alors, vous le savez, les députés ont été installés le 12 février dernier. Les députés de la 9e législature feront bientôt 3 mois de leur mandat, le 12 mai prochain. Et 3 mois, à mon avis, pour dresser un bilan, c'est un peu tôt. Cependant, il y a quelques événements et moments forts qui ont retenu les attentions et qui méritent qu'on s'y attarde. Les députés de l'opposition, si vous voulez, de la minorité parlementaire, ont démarré avec une certaine fougue qui annonce les couleurs de ce qu'ils entendaient faire. Je me rappelle encore les déclarations faites à la cérémonie de leur installation, des déclarations qui ont nourri la presse pendant des jours et qui étaient focalisées sur la gouvernance de talon, du système en place et de ses partisans. Ensuite, tout ce qui a entouré la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale, là encore, Éric Rouleté et les siens ont su tirer le drap de leur côté, notamment avec l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, dans laquelle ils ont eu un peu de vent en poupe. Et puis, le dernier coup frappé par l'opposition et qui retient aussi les attentions, le rejet du rapport du président Louis Vlavonou. La raison évoquée, elle est toute simple, c'est pour marquer leur désapprobation relativement à la gouvernance de Louis Vlavonou pendant la période prise en compte par le rapport. Le vote a donc donné 81 voix pour et 27 contre. Et comme je le disais plus haut, 3 mois sont peu pour évaluer le job qu'abattent les opposants au Parlement. Il y a encore du chemin à faire, de gros dossiers à décortiquer. Et nous attendons de voir ce que tout cela va donner. Les sujets que propose l'opposition, tels que la loi sur l'amnistie et bien d'autres sujets qui viendront par la suite et qui tiennent à cœur aux populations. N'oublions pas aussi que les démocrates ont surfé beaucoup et sur beaucoup de choses pour convaincre l'électorat et se retrouver à l'Assemblée nationale. Des promesses et des engagements ont été pris. Par nature, le Béninois est très regardant sur ce qu'on lui promet et donc les députés de l'opposition ont du pain sur la planche et ils n'auront pas certainement d'excuses en temps opportun, j'allais dire à l'heure du bilan. Bref, on attend de voir. On attend bien de voir, mais on aura un interlocuteur valable qui nous dira un peu de quoi retourne tout cela. Merci beaucoup Franck Aounou. Voici l'heure du débat chez vous sur Canal 3 Bénin. De retour donc sur ce plateau pour engager les discussions avec les acteurs concernés. Vous les connaissez, en tout cas pour ceux qui sont journalistes à Canal 3 Bénin, vous connaissez déjà Franck Aounou qui vous a présenté, je dois dire, le commentaire du jour. Vous aurez droit ensuite à la présence sur ce plateau de Éric Guédenon qui va s'installer à côté de William Cliquant, déjà passé par ici pour nous présenter le bulletin d'information. Et pour compléter le tableau, notre invité de ce matin, Kamel Ouassangari, il est député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti Les Démocrates. C'est lui qui va nous aider un peu à comprendre cette attitude de ces députés à brandir à tout bout de champ le carton rouge. On comprend un peu de quoi retourne cette posture-là, si elle est de la position, opposition pour opposition. On lui fera la question tout à l'heure. Chers messieurs, bonjour. Je commence par qui? D'abord l'invité. À tout seigneur, tout honneur. Vous êtes chez vous, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, je me tiens d'abord à faire une petite rectification. Oui.
C'est vrai qu'il y a le député Kamel Ouassangari, il y a également le secrétaire administratif du Parti Les Démocrates, Kamel Ouassangari. Et sur ce plateau, au lieu de Kamel Ouassangari, c'est Kamel Ouassangari. C'est des frères jumeaux. Oui, ils se ressemblent beaucoup. Hein. C'est à peine si l'un ne prend pas la place de l'autre pour répondre. On n'y verrait que du feu. Bon. Merci en tout cas d'être venu. C'est toujours un plaisir d'être dans vos buts. William, bonjour à nouveau. Ça fait 3 fois, hein. Dis donc, on va pas se lasser de se saluer. Hein. Ah oui. Et puis Eric qui nous a manqué l'autre semaine. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, une déclaration fracassante déjà au début de la mandature lors de l'élection du bureau. Carton rouge contre le rapport d'activité du président de l'institution parlementaire, opposé à la configuration actuelle des équipes qui dirigent les commissions parlementaires. Série de questions à l'endroit du gouvernement. Les députés, ça ne chôme pas, hein, William, à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition précisément. On l'a voulu et on l'a. Et donc, il y a de quoi commencer déjà par être satisfait pour nous qui voulions voir une Assemblée nationale qui nous donne de quoi débattre. Pour ces Béninois qui voulaient déjà d'une Assemblée nationale au sein de laquelle le débat revient en force, les questions qui touchent le quotidien des populations reviennent, notamment le drame de Dassa, d'autres questions prioritaires, des choses qui nous ont écœurés, nous tous, qui nous ont meurtris, des choses qui ont causé l'amertume dans nos cœurs, des questions préjudiciables à notre vivre ensemble, à notre qualité de citoyen béninois, à notre qualité de fils de ce pays, devant jouir des privilèges, des droits garantis par notre État. Donc naturellement, c'est très intéressant de voir une opposition ou un parti de l'opposition qui bien joue le rôle à l'Assemblée nationale. Quitte à maintenant, cas par cas, à voir dans chaque cas comment est-ce que le parti Les Démocrates joue ce rôle. Et je crois que c'est ce qui fait l'objet de notre discussion. Absolument, Eric. Justement, je pense que sur la forme, ils sont rentrés dans leur rôle jusqu'après les élections. De tout ce qu'on peut attendre d'un parti d'opposition, d'un député de l'opposition, c'est de questionner justement les acteurs de la mouvance, les ministres surtout, sur des sujets d'actualité, des sujets qui touchent la vie des Béninois. C'est aussi des prises de position, comme vous l'avez souligné. Cette prise est très vite venue, déjà jusqu'à l'installation, dans une déclaration assez rude, et puis dans le reste des activités. Et donc, sur la forme, on peut déjà saluer ce retour de débats contradictoires, ce retour d'une autre idée d'aborder les sujets. Et je pense que depuis cette installation, c'est ce que nous observons. C'est ce que nous observons. Ça change déjà le visage du Parlement par rapport à ce dont on s'était peut-être habitué à la mandature passée. Et il faut sans doute peut-être espérer voir maintenant dans le fond comment ça va se passer, est-ce que ça comment se cela va comporte durer. sur chaque sujet. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un peu trop de bruit là, Franck Aoulou, un peu trop de bruit pour quoi, 3 mois à peine? Bon, il fallait que l'opposition qui vient nouvellement de s'installer au Parlement puisse poser ses marques. Et c'est ce que l'opposition a eu à faire. Qu'est-ce que l'opposition pouvait faire d'autre que de dire attention, on est là désormais, vous devez faire avec nous à travers les déclarations que nous avons suivies. Et puis vous voyez, leur nombre aujourd'hui, ça ne permet pas d'avoir des actions d'envergure. Donc il faut surfer sur ce que nous avons apporté de main pour le faire. Moi, je ne leur dénie pas ce privilège-là, ce droit-là. Seulement, est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs? La grosse question. C'est la grosse question qu'on se pose, dont on va débattre sur. Allez, allons au cas par cas. Hein. Je citais les actions pêle-mêle. On a vu cette déclaration déjà d'entrée de jeu avec le député Noureni Achadé au tout début de la mandature. Carton rouge contre le rapport d'activité du président de l'institution concernant la désignation des dirigeants des différentes commissions parlementaires. Carton rouge aussi, on est en train de faire de l'amour. C'est quoi? On veut tout boycotter, tout refuser, tout rejeter, tout remettre en cause, tout dénoncer, honorable? Non, merci beaucoup. Il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. On y va. Lors de l'installation des députés de la 9e législature, comme les tests le permettent,
le parti avait la possibilité de faire la déclaration de son groupe parlementaire. Donc la tribune était offerte conformément au texte et cette déclaration a été faite. Bien entendu, si c'était un parti qui soutient les actions du chef d'État, le discours ne serait pas le même. Oui, ça c'est clair. Mais est-ce que pour déclarer la naissance d'un groupe parlementaire, on a besoin d'un texte aussi long et surtout aussi vert et aigu? Non, les tests n'ont pas prévu la limite du test. L'usage des mots. Peut-être pas la limite des tests. Mais une déclaration, c'est une déclaration. Vous savez, le Parlement a passé 4 ans sans l'opposition. Il fallait quand même montrer à l'opinion nationale que les 28 députés envoyés à l'Assemblée pourront faire le job. Et déjà, il faut qu'on marque déjà dès le début qu'il y avait une minorité parlementaire, une majorité parlementaire. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la mouvance avait fait naître une confusion avant l'installation des députés, où on a voulu faire passer un parti de la mouvance comme une minorité. Donc il fallait quand même placer les choses dans leur contexte et dire clairement qui est de la majorité parlementaire et qui est de la minorité parlementaire. Bien entendu, ça a été l'occasion de mettre en place dans le groupe parlementaire. Peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas et c'est pourquoi ça a surpris. Mais ils ne devaient pas s'étonner du discours qui a été tenu. Parce que c'est un discours que le commun des Béninois tient. Mais il n'avait pas l'espace pour le dire. Donc, concernant les... Oui, mais ce discours aura apporté quoi en fait dans la façon de gouverner de Patrice Talon, dans le quotidien de la population et dans la façon de gouverner justement l'institution parlementaire? Est-ce qu'on a vraiment évolué, Eric? Véritablement pas. Et nous y sommes à présent, puisque c'est le fond qui nous intéresse. Est-ce que ce genre de discours ou ces prises de position, bien entendu, ou le fait même de boycotter un rapport, vous permet d'évoluer, vous permet de gagner des combats? Moi, je pense que quand on a un groupe parlementaire dont on n'a pas l'avantage de l'effectif, il y a peut-être 2 à 3 façons de gagner des combats. Des compromis avec vos collègues de la mouvance, peut-être des négociations aussi avec vos collègues de la mouvance. Et une troisième option, réussir à les convaincre sur la pertinence de vos idées, n'est-ce pas, sur la pertinence de votre projet, à vous accompagner. Justement, parce que on a fini la joie électorale pour le succès, le petit succès du Parti démocrate. On est maintenant au Parlement, on est assis, non pas dans une église où on va se regarder comme des frères et sœurs, mais aussi comme des adversaires politiques, où vous avez votre agenda à exécuter. Eux aussi, ils ont leur agenda à exécuter. Ils ont des consignes qu'ils reçoivent, qu'ils doivent appliquer au niveau du Parlement. Et vous aussi, vous avez des consignes. Et donc, ça va se charger. Il faut chercher à arrondir les bords. Je pose la question, William. Est-ce que ce discours assez sec, assez pointu pour démarrer la mandature a vraiment changé quelque chose dans la façon de gouverner le Bénin ou l'institution ou même dans le quotidien des Béninois? Absolument rien, selon moi, de mon œil d'observateur. Parce que si eux-mêmes déjà ont des difficultés à jouir des privilèges qui sont les leurs ou des droits qu'ils pensent être les leurs, comme les places dans les commissions parlementaires, et que jusque-là, même après la décision du juge constitutionnel, ils demeurent insatisfaits, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas trouvé satisfaction et donc, par ricochet, ne peuvent rien pour les Béninois. Ce discours très véhément, ce discours très applaudi, parce que bon nombre de ces gens qui, dans les circonscriptions électorales cosmopolites, avaient le ras-le-bol et leur ont donné carte blanche dans les urnes. Écoutez, bon nombre de ces gens avaient épousé ces idées, ces différentes déclarations, ces mots, le vocabulaire, le champ lexical était très approprié peut-être, mais attention, ils demeurent insatisfaits. Insatisfaits parce que, comme je l'ai dit, eux-mêmes au Parlement, ils sont d'abord pris dans l'étau. Pris dans l'étau parce que l'une des premières initiatives, selon moi, ou l'une des plus intéressantes d'entre les initiatives, c'est bien les questions d'actualité. Ça a accouché de quoi? Les questions qui ont été soulevées à la session qui vient de se refermer. Quelle est la réponse? Quel est le débat? Quels sont les éléments de réponse que les membres du gouvernement ont pu apporter? Qu'est-ce que les députés, les démocrates ont pu aborder? Pour l'instant, on en est encore au discours d'entrée, pour voir un peu ce que ça a pu apporter dans la façon dont nous sommes dirigés, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau du Bénin. Oui, je crois que... Est-ce que ça n'a pas juste servi à braquer puis c'est fini? Non, on va faire un peu attention. Je pense que
C'est vrai, il y a eu un peu de tintamarre. À la place des députés de l'opposition, eh bien, il y a certains pans de cette déclaration que personnellement, je n'ai pas apprécié. Mais vous savez, les populations attendaient ce genre de discours. Ah oui? Oui. Moi, je viens fraîchement de Parakou, où, vous savez, Parakou, c'est une aire géographique. Oui, c'est une aire géographique où la politique se vit du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, il y a un salaire spécifique dédié à cela. Comment comment ils en tirent profit dans tous les cas. Vous voyez, vous avez vu les résultats que les élections ont donné à Parakou. Donc, les gens attendaient des voix discordantes et s'attendaient vraiment à ce qui a été fait. Donc, c'est pour contenter, disons, dans la forme, certaines parties de l'électorat, et ça a été fait. C'est un grand coup, en tout cas marqué par les députés de l'opposition. Plus cosmétique que par... Mais est-ce que ce que vivent aujourd'hui les populations ressort dans ce discours-là, dans cette déclaration? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a assez de problèmes posés par les populations. Kamara Sangari ne me dira pas le contraire. Lors de la campagne, il y a eu beaucoup de problèmes. C'était des problèmes vraiment sérieux. Mais ce qui ne pouvait pas être débattu, qui ne pouvait pas être tranché par une simple déclaration avec fougue et tout ça. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que c'est le discours du gentilhomme qui veut, en tout cas, contenter, s'adulciner l'électeur de Parakou, par exemple, comme il dit, ce discours-là que vous avez tenu à l'Assemblée nationale honorable? Non, le discours n'est pas pour contenter un électeur. Mais quand il était question d'aller aux élections, nous sommes allés vers la population. On sait les messages que nous avons reçus. Ce n'est pas ce qu'on verra dire, mais on sait le message que les militants, ceux qui ont voté pour nous, on sait le message reçu. Et c'est la traduction de ce message qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. On peut faire tous les commentaires qu'on veut, mais nous sommes en phase avec nos militants. Ça, sur ce côté, nous savons tout le retour qu'on a eu au lendemain de ce discours. Et je pense que nous devons pouvoir continuer dans cette même lancée. Vous savez, nous ne sommes pas là pour caresser quelqu'un. Et nous sommes là pour poser les problèmes de la nation. Mais si nous posons les problèmes et que certains estiment qu'on est allé trop fort, mais c'est qu'on va continuer à aller trop fort. Tant qu'il reste à faire, tant qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger, si ce n'est pas corrigé, on ira toujours fort. Parce que justement, nous ne sommes pas là pour les petits intérêts. Et je ne veux pas rebondir sur le bureau des commissions où on n'est pas arrivé. Ce n'est pas être dans le bureau forcément qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse... Ça vous a choqué? Non. Ce qui nous a choqué, c'est le non-respect d'une décision. Et vous voyez, parce qu'on se dit, aujourd'hui, nous sommes cette minorité, mais la minorité n'est pas figée, la majorité n'est pas figée. Peut-être demain... Vous pensez que ça peut bouger là avec ces blocs qui sont solides, et solidaires en face de vous? Vous savez, le solidaire, on le dit, mais on sait, personne n'aurait imaginé qu'à Cotonou qu'on serait venu en tête. Parce qu'ils sont solides, ils sont solidaires, ils ont été seuls durant 7 ans, mais malgré ça, beaucoup de choses peuvent changer. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple l'ancien ministre des infrastructures, qui aujourd'hui est obligé de saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir peut-être venir reprendre sa place à l'Assemblée à la place de... je veux dire que ce n'est plus comme au début. Si c'était avant, on aurait dit toi quitte, viens t'installer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et qui sont en train de changer. Et nous, au sein du Parti des démocrates, nous écoutons le peuple, nous écoutons la population, et c'est le message que nous recevons, que nous transmettons au niveau de l'Assemblée nationale. Le message, oui, monsieur Sangari, mais après, qu'est-ce qu'on veut gagner? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Moi, je suis un peu dans une forme de réalisme politique. N'est-ce pas, qui voudrait qu'au-delà des messages, vous puissiez véritablement dérouler votre agenda. Mon confrère, dans son commentaire, a parlé d'une loi d'amnistie. Avec ce discours, comment voudrez-vous véritablement convaincre vos collègues de la mouvance à vous appuyer, puisque vous avez besoin d'eux pour que cela puisse être prospéré véritablement? Vous avez vraiment besoin d'eux. Et donc, dans ce réalisme, qui n'a rien à voir avec la compréhension de l'opinion que vous voulez satisfaire à travers vos discours,
puisque là-bas, vous êtes seul. Dans l'antichambre, dans les bureaux du Parlement, eux, ils ne sont pas là, ils ne savent pas ce qui se passe, les tractations, ils ne savent rien de ça. Mais en même temps, ils veulent des résultats. C'est vous qui savez les stratégies qu'il faut mettre en œuvre, justement, pour évoluer et pour gagner. Et c'est là, moi, ma réflexion, n'est-ce pas, de ce que, dans vos prises de position, justement, c'est bien que dans la forme, on se réjouit de ce qu'aujourd'hui, on ait des députés de l'opposition qui interrogent des ministres et des ministres aussi qui exécutent à répondre à vos préoccupations sur certains sujets. On ne voit pas cela juste dans un passé récent. Vous l'avez dit, il y a des choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on ne fait pas aujourd'hui. On pourrait demander, oui, toi, va remplacer telle personne. Cela n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une force d'opposition, n'est-ce pas, qui est suffisamment armée pour dire non, pour dire, ben, écoutez, prenez garde, ceci ne devrait pas se faire, il faut faire recours aux tests et puis tout ça. Ok, soit on est sincère avec l'opinion, dans ce que l'opinion attend de vous, nous ne pouvons pas véritablement apporter réponse à toutes vos préoccupations. Ce que nous pouvons faire en étant député de l'opposition va se limiter à des prises de position, à des déclarations. On va lui laisser la parole. Ça va rester là. Vous avez besoin de... Pourtant, vous êtes braqué contre eux, votre discours... Autant nous avons besoin d'eux, autant eux-mêmes également ont besoin de nous. En quoi vous êtes très minoritaire, ils ont une large majorité. Ne faisons pas de confusion. Nous sommes tous fils du pays. Oui. Nous sommes appelés à gérer le pays ensemble, à développer le pays ensemble. Mais pour l'instant, majoritairement, c'est que le peuple a confié le pouvoir. On va lui permettre la gouvernance. On va lui permettre de répondre rapidement le temps que vous savez. Sur moi, de là je viens dire souvent que ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais boire de l'eau savonneuse. Ce n'est pas parce que j'ai besoin, j'aurais besoin des députés de la majorité que je vais tout accepter. Quand nous estimons, nous analysons, nous disons que ce qui est proposé ne va pas à l'avantage du peuple, on va dire non. Mais tous les projets qui viendront et qui vont apporter un plus au peuple, vous allez voir les députés de la minorité vont accompagner. Et quand on nous dit qu'on ne boycotte pas, parce que les députés de la minorité sont membres des différentes commissions. C'est seulement au niveau des organes dirigeants où ils ne se retrouvent pas. Mais ils sont membres, ils participeront aux sessions de cette commission. Donc nous ne boycottons pas. Nous apportons également notre contribution. Pourquoi vous tenez alors aux instances de direction de ces... Non, c'est la loi qui nous permet d'exiger. Et si on ne donne pas, on dit gardez. Mais ils vous ont laissé les postes de secrétaire généraux finalement. Vous savez. Et encore que sur la question qu'on évoquait à l'instant, vous m'avez laissé sur ma faim. Quand je prends par exemple le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale que vous rejetez, en cette toute première session, qui ne considère que, je crois, de la période de février à avril, pas grand-chose. Les activités de cabinet du président de l'Assemblée nationale, quelques petites autres activités. Qu'est-ce que vous reprochez par exemple, essentiellement un rapport comme celui-là, pour le rejeter si ce n'est pas votre opposition? Quand il était question de mettre en place les commissions, je donne des exemples simples. Quand le député de l'opposition disait ce que vous voulez faire, ça viole les tests. C'est le président qui disait, bon, c'est la Cour. C'est à croire qu'il savait déjà que la décision qu'il allait sortir devait venir de la Cour. Mais malgré ça, si on voulait vraiment, quand vous écoutez le discours du président de l'Assemblée lors de son investiture, c'est qu'il a quand même fait la promesse que tout va se faire de façon quand même à maintenir l'harmonie. Mais nous avons remarqué que dans les faits, c'est le contraire de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je pense, même déjà, même l'exemple, le jour que les députés ont installé les bureaux de la commission, c'est pas ce jour que les discussions ont été menées. Hein. Il y a des discussions qui se sont menées bien avant. Et chacun connaissait la position que l'autre allait adopter. Donc, c'est pour dire, il y a des éléments que peut-être ceux qui sont dehors ne peuvent pas, des informations que vous ne pouvez pas, mais les députés qui sont sur le terrain, qui sont en discussion, ils savent. Et ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et je pense que c'est un signal qui est donné au président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse comprendre que l'Assemblée nationale n'est pas une Assemblée nationale pour 81, mais c'est une Assemblée nationale pour 109. Et c'est les 109 qui sont appelés à apporter leurs contributions. Mais moi j'entends ça, mais vous exagérez. Et cela vous a suffi de rejeter un rapport? Non, vous avez dit que vous avez va réagir rapidement. Parce que l'opposition est face à un mur très solide. Vous voyez 81 députés
face à 28 seulement. Il y a beaucoup de gros dossiers qui attendent, comme je l'ai dit dans mon commentaire, la loi sur l'amnistie. Eric est revenu là-dessus tout à l'heure. C'est vous qui avez décidé d'enfiler le manteau d'opposants. Alors, les populations aujourd'hui veulent vous entendre sur certaines questions. Vous avez promis œuvrer pour que ceux que vous appelez exilés politiques reviennent au pays, ceux qui sont détenus puissent sortir face à un mur aussi dur. Parce que ce que vous oubliez, aujourd'hui, vous rejetez les rapports. Aujourd'hui, vous faites ci, vous faites ça. Lorsque des lois que vous avez proposées au niveau de l'opposition vont atterrir sur les plaques, enfin, sur les bureaux de vos collègues de la mouvance, c'est qu'ils vont vous marquer le coup. Au niveau enfin, en politique, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de pitié. Vous avez tapé, vous avez dit tout à l'heure que c'est tout le monde qui doit construire le pays. Mais si vous voulez construire le pays, et moi j'ai besoin de vous pour dire attention à ce que j'ai fait, vous pouvez amender le rapport, vous pouvez apporter des observations, mais rejeter tout de go, que cela soit corrigé. On a l'impression qu'il y a un peu de matu-vu, il y a un peu de tintamarre pour montrer que attention, on est au Parlement, c'est nous qui allons faire, si nous qui allons faire ça. Moi je pense qu'il faut revoir la compte. Monsieur Wassangari. Non, je pense qu'il n'y a pas de matu-vu. Et les actes que nos députés ont posés depuis leur installation, si vous suivez vraiment les députés, c'est que ça respecte un certain nombre de besoins. Même les différentes questions orales, les questions d'actualité posées, c'est suite à un besoin d'information du peuple. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une mauvaise chose d'avoir fait une question d'actualité. Non, on est sur le rapport, on voulait savoir deux mois de gestion, qu'est-ce qu'on a peut contenir au point d'être rejeté. Oui. Mais les députés, au niveau du Parti Les Démocrates, nous ne posons pas un acte au hasard. C'est vrai, certes, vous avez parlé de la loi sur l'amnistie. Oui. Mais si vous étiez sur le terrain pendant la campagne, ce n'est pas seulement les députés du Parti Les Démocrates qui ont eu à dire à la population que quand ils seront élus, qu'ils vont proposer une loi sur l'amnistie, qui vont œuvrer pour que ceux qui sont en prison puissent sortir. Nous avons des vidéos, des images qui sont là, des discours, des députés candidats à la majorité qui sont élus. Donc, c'est pas parce que la loi a été portée par les députés du Parti des démocrates. Ce n'est pas un discours de campagne? Non, justement, de toute façon, c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est là. Si c'est un discours de campagne qu'ils ont tenu, c'est bien. Le peuple va juger. Mais de toute façon, que ce soit de la mouvance ou l'opposition, nous tous nous avons dit que nous allons œuvrer pour que les prisonniers puissent sortir. Et c'est un plateau qu'on offre à tout le monde pour que ce qui a été dit à la base puisse s'exprimer. Si le mois venu, et je ne crois même pas qu'ils vont le rejeter. Non, mais vous avez une assurance que nous, on n'a pas, parce que vous avez une certaine certitude par rapport à la question de la loi que vous proposez, la loi d'amnistie, ce qui n'est pas le cas, parce que le responsable de votre parti politique, chef de file de l'opposition, qui jusque-là n'est pas atteint son décret de nomination, est dans cette difficulté, mais au détour de sa rencontre avec le chef de l'État, se déclare très insatisfait par rapport à certaines questions dont je sais que notamment il y aurait la question de la libération de ces détenus politiques et du retour des exilés. Vous avez une assurance que tous les Béninois n'auraient pas. Et quand vous dites que tous les députés sont comptables de la libération ou non, ou de la réussite ou non de cette loi, je pense que l'électorat béninois vous attend, vous, Parti Les Démocrates, beaucoup plus sur ce sujet que les partis de la majorité. Ils n'ont pas de compte à rendre parce que on ne fera pas. On va le permettre de répondre à William. Justement, de toute façon, on est plus attendu que nous n'avons pas perdu le temps pour faire une proposition de loi sur l'amnistie. C'est pour vous dire qu'on sait que le travail nous revient. Donc si on devait attendre les autres, on serait là peut-être qu'aujourd'hui, ils n'auraient pas proposé une loi. Mais le fait déjà de proposer la loi, ça permet déjà de savoir, parce que la loi est déjà affectée à la commission des lois. La proposition de loi est affectée à la commission des lois et une étude sera faite. De toute façon, nous sommes tous là, on va suivre le sujet. Est-ce qu'on n'aura pas jusqu'au bout une configuration de l'Assemblée nationale où chacun a son couloir et on se regarde en chaîne de faïence, on cherche à se donner les coups qu'il faut et profiter justement, oui, Eric. J'ai bien peur justement qu'on en arrive là, parce que après je me dis que
les députés de l'opposition eux-mêmes sont convaincus. Vous avez vos forces et vous avez vos limites. Vous savez jusqu'où vous irez et vous savez dans la capacité de vos moyens ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Le reste, ce n'est que des discours, comme vous l'avez dit, pour contenter l'opinion, pour satisfaire l'opinion. Encore que l'opinion aussi le sait. Qu'avec l'effectif que vous avez, l'effectif de vos députés contre 83, voilà, vous avez la possibilité de faire certaines choses, vous avez la possibilité de faire certaines choses. Donc il faut intégrer véritablement cela dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. Autrement, comment déjà sur la prise du décret, ça piétine. J'ai envie de dire, vous rejetez le rapport de la deuxième personnalité de l'État. Vous attendez que la première personnalité. Vous attendez un décret en votre faveur. C'est une façon de faire. La loi, on ne va pas tous parler à la fois, William. On parle les députés et les démocrates. On a comme l'impression qu'il y a déjà un début de bras de fer entre Louis Lavonu et eux. Mais si c'est le cas et que vous donnez la réponse au berger à la bergère, en rejetant de facto son rapport, parce que pour moi ce rapport ce n'est pas pour vous une entrée en matière que de commencer par l'accepter. Je ne dis pas aux députés ce qu'ils ont à faire, ils ont des éléments objectifs et vous avez aussi précisé ils ont aussi une ligne politique. Une ligne politique, voilà, vous avez également précisé qu'il y a des jeux hors des rideaux de l'Assemblée nationale et je les concède, mais écoutez, quand pour moi, d'un œil d'observateur, de béninois qui regarde la vie politique, pour moi, l'un des rares moments qui pourrait permettre l'entente entre mouvance et opposition, c'est sur ces questions qui ne sont pas vraiment très politiques et qui sont d'ordre technique à l'Assemblée nationale. C'est sur ces questions peut-être que l'opposition ferait la cour à la mouvance pour qu'en cas où le débat se ferait sur la loi, les deux éléments. Monsieur Wassangari a une réaction? Oui, de toute façon, on ne peut pas avoir la même façon de voir la lecture des choses, parce que, comme il le dit, on n'analyse pas sur les mêmes données. Mais il faut comprendre quand même qu'au niveau du Parti des démocrates, aucune action ne se fait au hasard. Comme d'ailleurs dans d'autres partis politiques. Dans tous les autres partis politiques. Je dis au-delà de tout. Au-delà de tout, nous avons de la bonne sauce qui sort désormais de l'Assemblée. Parce que là, oui, chacun met un peu de tout. Piment, dans l'opposition met du piment. J'espère que c'est déjà lorsque l'opposition met du piment, eh bien la mouvance vient mettre un peu de tomates et puis ça sort. Pour que ce soit digesté, pour notre démocratie, la constipation pour nous permettre de régler des problèmes, surtout concernant le quotidien des Béninois. Oui, Éric. Alors, récemment, quand vous avez posé des questions, les ministres du gouvernement sont venus. Ils sont venus répondre. C'est un élément de satisfaction pour vous. Naturellement, quand la question d'actualité a été déposée, c'est parce qu'on s'attend à ce que des réponses soient données pour voir effectivement ce qui se fait. Et là aussi, vous n'avez pas été content. C'est quand même parce que quand le ministre est venu, que vous avez suivi la déclaration de celui qui était l'auteur de la question d'actualité, la remarque qui a été faite, c'est que le ministre est venu lire son AOF pour dire voilà ce qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la question a été déposée, 2 semaines après, en plein conseil des ministres, le gouvernement a autorisé l'achat du matériel pour les sapeurs-pompiers. Ce qui veut dire quand la question a été déposée, que tout le monde a su que cette question est donnée, ça permet au gouvernement de bouger. Mais qu'on le veuille ou pas, tout ce qui est fait, toutes les questions posées, c'est pour attirer l'attention du gouvernement que ça, il y a un manque. Et si ça permet au gouvernement de corriger, je pense que c'est déjà une satisfaction. Pourquoi il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale? Parce que les questions d'actualité devraient être suivies de débat. Non, pas systématiquement. Il y a les questions d'actualité, les questions orales sans débat et les questions orales avec débat. Les questions d'actualité, c'est l'auteur qui lit sa question, on lui apporte la réponse. Et c'est lui le seul qui, s'il le veut, il appelle ses collègues, s'il le veut, il intervient. S'il ne veut pas, il peut dire la réponse du gouvernement, c'est bon, et la séance est finie. C'est pratiquement le même chemin que la question orale sans débat. C'est quand il y a une question orale avec débat, qu'après l'intervention du ministre, que tous les députés qui veulent parler s'inscrivent et chacun s'exprime. Donc ici, c'était une question d'actualité. C'est pourquoi il n'a pas eu de débat. Il y a seulement eu l'intervention du ministre et l'intervention de l'auteur de la question d'actualité. Allez, merci beaucoup. Ça n'est pas une mince affaire, vu leur nombre à l'Assemblée. Oui, j'espère que vous allez tenir à 28 contre 81. J'espère que ça va... Non, vous savez, c'est ce qui est... Quand on est minoritaire,
Mais notre minorité a une force également. Comment ça? Parce que quand on dit vous ne pouvez rien, on peut beaucoup. Dites-nous ce parce que vous pouvez. Lors de la déclaration du président de l'Assemblée, quand il demandait aux députés de l'accompagner pour toucher quelques points de la Constitution, j'étais sûr il y a 4 ans, on n'aurait pas eu ce passage dans son discours. On se serait levé le matin et voilà. Non, parce que vous êtes là, donc on vous fait la course, c'est normal. Oui. Sans nous, la Constitution ne peut pas être touchée. Ah oui. Sans nous, les députés sont une minorité de blocage. Il faut le comprendre. Donc il sait qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire. Et c'est pourquoi quand vous pensez que nous sommes 28 et que nous sommes rien, ils savent que nous pouvons. Et c'est pourquoi vous bombez aussi le torse. C'est le seul niveau, vous pouvez il faut rentrer à l'intérieur pour savoir que ce n'est pas le seul niveau. Ah oui, carrément. Kamara c'est pas forcément pour nous. Mais on a un deuxième sujet qu'on doit évoquer, Eric. Mais j'apprends que vous avez ça, il est vraiment au Parlement, les voyages, les activités. J'ai fermé ce premier sujet déjà. Alors le deuxième sujet, c'est justement, puisqu'il en parlait, cet appel à un troisième mandat évoqué par Jacques Miguin, ancien bâtonnier du Bénin, avocat de son État. Et il a reçu rapidement la réponse de mon citoyen qui allait s'en plaindre à la Cour constitutionnelle. En attendant donc que les 7 sages se prononcent, on a aussi un avis de citoyen à... 6 pour le moment, 6 sages pour le moment. Oui, 6, bon d'accord. C'est une appellation institutionnelle traditionnelle, donc on la considère ainsi. Alors en attendant donc l'avis des 6 sages, ça va? Oui. Eh bien, notre avis de citoyen, Franck Aoulou. Ben, la question du troisième mandat, j'ai véritablement pas lu, disons, le recours formulé par ce citoyen, sous réserve de bien m'en appréhender, d'avoir le contenu. Je voudrais dire que c'est une question assez sensible. Pourquoi sensible? Oui, sensible parce que le Béninois, parce que notre démocratie a besoin de tourner. La machine démocratique a besoin d'être huilée. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est que on va parler d'alternance. On va parler d'alternance. Le chef de l'État qui est là a fait 2 mandats. Il est en train de faire son second mandat. Et là, quand vous entendez troisième mandat, ainsi de suite, ça intrigue un peu le Béninois. Ça intrigue parce qu'on se dit, attention, on veut retoucher les tests, on veut faire ci, on veut faire ça. Moi, je pense que tout le monde devrait être associé à cette question-là. Si éventuellement on devrait retoucher, parce que sans retoucher disons la Constitution, sans retoucher certaines parties de la Constitution, on ne pourra pas... Au matin libre, la semaine de couleur n'a pas besoin de passer par... oui, ça c'est une lecture de matin libre. Oui, de matin libre. De matin libre. Mais moi je pense que c'est tellement essentiel qu'il faut aller pas à pas pour ne pas heurter les sensibilités, pour qu'on tombe encore dans d'autres problèmes. Pourquoi tout le monde se braque quand on dit troisième mandat, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs, on a l'impression que c'est un sujet à la limite qui rend fou, qui fait dresser les cheveux sur la tête, Eric. Alors, moi, c'est notre quotidien, c'est le quotidien de la République. Moi, je ne fais pas de mystère autour de cette question. D'abord, je ne me vois pas empêcher ou porter atteinte comment on dit, à la possibilité ou à la liberté d'expression de quelqu'un. Un citoyen a déclaré qu'il souhaite que le chef de l'État puisse avoir un troisième mandat. Ça n'engage que lui, c'est un citoyen qui s'est prononcé. Il est libre de le souhaiter ou pas. Un autre, c'est une façon d'inciter à viol de la Constitution. Si la Constitution ne permet pas, pourquoi est-ce qu'on peut suggérer cette idée? C'est un citoyen qui a exprimé ce qu'il veut. Cela n'engage que lui. Un autre a estimé que cela ne devrait pas se faire, n'est-ce pas? Et aller déposer un recours. C'est aussi la liberté de ce citoyen, non content de ce que notre citoyen a dit, n'est-ce pas, de s'engager dans cette démarche-là. Donc je pense qu'on est véritablement dans un jeu de libre d'expression, n'est-ce pas, sur ce sujet. Maintenant, là où la question devrait devenir encore plus importante, c'est quand le débat sera au niveau du Parlement, qu'on verra la position des partis politiques, ce que les acteurs, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, pensent véritablement de cette question et les opportunités, justement, les opportunités d'aller vers cette dynamique-là. Donc moi je pense que pour l'instant, nous n'avons que des réactions de chaque citoyen qui ont leur idée sur la question. En fonction, c'était une constitution révisée en 2019, un président
l'Assemblée nationale, à qui on a donné à nouveau confiance pour diriger l'institution, qui vient dans son premier discours dire « J'espère qu'on va m'aider ou qu'on va s'entendre pour pouvoir retoucher à nouveau la Constitution. » Et puis un citoyen qui dit « Pourquoi pas un troisième mandat pour le président qui est là? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous conditionner pour aller quelque part ?» Absolument. Qui veut voir, voit venir. Et sur la question, je voudrais dire rapidement que la requête à la Cour constitutionnelle demandait à avoir violation de la Constitution dans les propos de Jacques Migan, qui dans une émission sur une station demandait un troisième mandat. Et je crois que M. Migan, dans cette même semaine où la Cour a lu le dossier mais ne l'a pas vidé, Jacques Migan répondait en disant que dans cette même émission, il avait relevé d'autres articles de la Constitution qui ne permettaient pas. Est-ce que c'est un rétropédalage? Je n'en sais rien. Mais tout compte fait, il y a une réalité. C'est que les dispositions de la Constitution sont très claires. De sa vie, nul ne peut faire de mandat. C'est vrai que nous pouvons trouver des gymnastiques juridiques et intellectuelles là-dessus. Mais est-ce que dans l'esprit de la conférence nationale de 90, le peuple béninois, dans sa volonté, voulait qu'un dirigeant puisse plus de deux fois se maintenir au pouvoir? Est-ce que dans le préambule de la Constitution, est-ce que dans l'esprit juridique du Béninois aujourd'hui, est-ce que dans la conscience collective, dans la légitimité que nous donnons aujourd'hui à nos gouvernants, est-ce que de Kérékou à Talon, en passant par Yahi, toutes les fois qu'on a senti les velléités de troisième mandat, un chef d'État s'est toujours senti dans son confort quand il dirige un État? La question se pose. Et Tanguy, j'insistais tout à l'heure sur 6 sages au lieu de 7 parce qu'il faut relever cette question dont nous ne parlons pas. Le remplacement de Joseph Diabonou, qui ne nous dit peut-être rien, mais qui depuis est parti de la Cour et qui n'a pas été remplacé. Ça, c'était une parenthèse. C'est pour dire que aujourd'hui, je ne sais pas quelle interprétation le juge constitutionnel nous donnera dans sa requête. Encore qu'elle est attendue, cette interprétation. Tout à fait, oui. Oui, Kamara Sangari. Oui, merci beaucoup. Je pense que je vais rebondir par rapport à la composition de ça pour dire qu'il y a même un recours qui est présentement au niveau de la Cour constitutionnelle qui doit être étudié. Pas votre parti? Non, pas un citoyen. Non, il y a un citoyen. Donc vous avez connaissance? Parce que nous, on s'informe. Ou bien que vous avez suscité. On va lui permettre de répondre. Je vais toujours à gérer, oui. Parce qu'on s'informe. Le troisième mandat, vous savez, peut-être que l'analyse faite au niveau de Martin Libre, vous l'aviez lu? Je m'intéresse beaucoup quand il est question de ces sujets-là. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de... il n'a pas tout lu. Il s'est penché à un point. Sinon, ce que vos frères disaient, c'est déjà clair. La Constitution n'a pas bégayé sur le troisième mandat. Nul ne peut de sa vie faire plus de deux mandats. Donc pour vous, le sujet ne se pose pas. On peut aller donc à la Constitution sans crainte. On ne peut pas faire un troisième mandat avec la Constitution que nous avons. Quelle Constitution suppose-t-il? Le président Talon, le président chef d'État, a dit à mon bénéfice qu'on n'a pas besoin de cette Constitution. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a eu bénéficié de 45 jours supplémentaires pour son premier mandat. Il est dans son second mandat et il est conscient que lui-même, en 2026, il finit. Donc, et c'est d'ailleurs le recours intéressant contre Jacques Migan, parce que la même situation s'était posée au Niger, mais là-bas, ceux qui ont demandé un troisième mandat, ils ont été poursuivis. C'est pour dire que demander un troisième mandat aujourd'hui, c'est que c'est une atteinte à la... Non, le temps il est complètement parti. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour en discuter. Revenez demain si cela vous dit. On en parlera peut-être pendant votre bulletin d'information qui sert à vraiment encadrer le temps. Merci. Pourtant, j'y arrive difficilement, surtout par votre faute, Eric Gédélon. Merci beaucoup d'être passé à vous. Bonne journée. Kamara Sangari, merci beaucoup d'être passé. Je vous rappelle que vous êtes membre du parti Les Démocrates. Je suis le secrétaire administratif du parti Les Démocrates et je vais quand même souhaiter un temps plus large. Donc prochainement, il ne faut pas venir avec tous les invités parce que nous avons permis de tout développer. Parce que je pensais quand même qu'on allait développer des différentes questions abordées. Oui, si on en parlait. Parce qu'il y a la question sur le sur-salaire. On va voir, en tout cas, on va s'entendre pour vous proposer d'autres tribunes. C'est un travail qui se fait, un travail formidable qui se fait au sein du parti Les Démocrates. Super.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est moi. On vous a entendu, hein, on réfléchira à la question. Mesdames et messieurs, voici la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va enclencher avec la troisième, composée de deux étapes, notamment la revue de presse d'Assemo Kanye Assemo qui va revenir sur les différents sujets évoqués par les parutions dans la production de ce lundi 8 mai 2023. Mais avant cela, voici le rappel de tout ce qui s'est passé il y a 7 jours au Bénin, la réalisation d'Idrissou Boukari, le Bénin en 7 jours. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Les professionnels des médias étaient à l'honneur le mercredi 3 mai 2023. C'était la journée mondiale de la liberté de presse qui constitue une occasion de réflexion pour les hommes des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Pour marquer l'édition 2023 de cette célébration, l'Union des professionnels des médias du Bénin a initié une série d'activités parmi lesquelles une conférence-débat qui s'est déroulée à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Selon le rapport publié par Reporters sans frontières, le Bénin a connu un léger progrès en matière de liberté de presse en passant de la 121e place au plan mondial en 2022 à la 112e place avec un score de 52,44 points. Nous sommes des spécialistes de l'information, nous traitons l'information, mais c'est aussi bon pour nous d'être informés, de nous retrouver autour des sujets qui ont rapport à notre profession. De leur côté, les membres de la 9e mandature de l'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ont été officiellement installés mercredi par l'Assemblée spéciale de la presse béninoise. Une nouvelle mandature qui a, devant elle, de nombreux défis en vue de redonner à la presse béninoise ses lettres de noblesse. Selon son président, cette équipe se propose dans une démarche participative de travailler sur la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l'institution. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères en présence d'acteurs de la presse et des partenaires. 20 ans après le drame survenu à la faveur de son concert organisé le 3 mai 2003 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, Kofi Olomide est revenu à Cotonou. La star de la musique congolaise n'est pas restée insensible face aux douleurs des parents des victimes. Dans ce cadre, l'homme a tenu une série d'activités pour rendre hommage aux 17 personnes décédées à l'occasion. Dans la matinée du jeudi, le Grand Mopao s'est rendu au cimetière PK14 à Abomey-Calavi pour un dépôt de gerbes sur le mausolée réalisé en souvenir de ses victimes. Kofi Olomide a assisté également à une séance de prière à la mosquée centrale de Djonké et une messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel de Cotonou. Quand des gens viennent parce qu'ils m'aiment dans un stade pour écouter la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi la tenue à Cotonou d'un atelier régional de plaidoyer et de capitalisation du projet Voix collective des femmes et filles. Un programme de care international avec l'appui de l'Institut ouest-africain pour la société civile. Cette rencontre a réuni des participants venus de plus d'une dizaine de pays de la sous-région où intervient Care International. Le rendez-vous de Cotonou est une séance de capitalisation et de conception de la stratégie de la campagne de plaidoyer de Care International. La fresque sur la laïcité au Bénin a été dévoilée au public mercredi dernier. Il s'agit d'une œuvre de graffiti réalisée sur le mur du port autonome de Cotonou qui matérialise le dialogue interreligieux qui prévaut au Bénin depuis de longues années.
Pour Monseigneur Roger Humbedji, archevêque de Cotonou, cette fresque vient témoigner la paix qui règne au Bénin et le plus important selon lui est de garder cet amour, cette cohésion et cette unité entre les différentes religions au Bénin. La cérémonie s'est déroulée en face de l'ouvrage en présence de plusieurs personnalités, des membres du corps diplomatique et des dignitaires religieux. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce matin, le matinal informe qu'une délégation du Congrès américain était au cabinet du chef de l'État, Patrice Talon. À la tête de la délégation américaine, le président de la commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Mike Rogers, un élu républicain d'Alabama. Mike Rogers et la délégation qui le conduit ont eu des échanges fructueux avec le chef de l'État béninois. Les discussions ont notamment porté sur les questions de coopération sécuritaire liant les deux pays, le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire. Il confie citation: nous sommes venus rencontrer le président Patrice Talon pour discuter de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Et cette délégation est une délégation bipartisane et donc composée des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire. À en croire l'événement précis, après avoir salué la démarche du Congrès américain, le président Talon a réitéré à ses hôtes l'engagement et la disponibilité permanente du Bénin à œuvrer de concert avec les États-Unis dans l'accomplissement des objectifs de défense et de sécurité dans la zone côtière africaine. Le chef de l'État a aussi rappelé à la partie américaine l'importance de la coopération militaire bilatérale, les actions de formation des personnels militaires, la fourniture d'équipements, les infrastructures militaires et des échanges d'expériences. L'autre information clé rapportée est celle qu'affiche Fraternité, qui écrit qu'ils ont tous franchi le milliard. Des trois partis qui siègent à l'Assemblée nationale, le bloc républicain a déboursé 1,928 milliard de francs CFA. À sa suite, on retrouve l'Union progressiste, le Renouveau, avec 1,763 milliard de dépenses. Le parti Les Démocrates ferme la marche avec 1,11 milliard de francs CFA engloutis. Après ces partis élus, viennent ceux qui n'ont pas réussi à décrocher le Graal. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau a décaissé 931 millions de francs CFA. Le mouvement des élites engagées pour le développement du Bénin, 362 millions de francs CFA. La force Cori pour un Bénin émergent, 237 millions de francs CFA. Et enfin, le mouvement populaire de libération, 68 millions de francs CFA. Si ces montants paraissent faramineux, il faut néanmoins reconnaître qu'ils sont en deçà du plafond autorisé par le code électoral. En effet, poursuit le journal, la limite maximale autorisée est de 30 millions de francs CFA par candidat. À l'évidence, les formations politiques font visiblement l'effort de ne pas dépasser le seuil fixé par la loi, fait remarquer le journal. Dans la suite, Fraternité au sujet de l'explosion survenue à l'école nationale, des officiers de TOFO annoncent que le bilan s'alourdit au niveau des victimes et le gouvernement prend des mesures d'urgence. En effet, après environ 4 jours de soins intensifs, 2 soldats sont passés de vie à trépas le vendredi dernier. Pour éviter le pire, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le ministère de la Santé, a dû solliciter l'expertise des médecins français. Des recoupements renseignent que le gouvernement a mis les bouchées doubles pour qu'une femme
victime de l'accident, poursuivent ses soins en France depuis le samedi dernier, vu son degré de brûlure. Le matinal ajoute que le samedi 6 mai 2023, 4 militaires béninois parmi les 10 blessés ont été évacués vers des hôpitaux français, dont l'hôpital militaire de Percy. Ils ont quitté Cotonou à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement. Et puis l'autre vision rapporte que le président du Lions Club Cotonou, l'eau vive, Guy Thierry Constant Felijo, était à l'honneur lors de la 42e convention congrès du district multiple 403 qui s'est tenue à Cotonou du 4 au 6 mai 2023. Au cours de cette convention, Lions, qui a réuni 5 districts dont 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le président du Lions Club Cotonou, l'eau vive, Guy Thierry Constant Felijo, aura réussi de par la qualité de ses efforts constants et soutenu à se hisser au rang de compagnon de Melvin Jones, ce qui d'ailleurs lui a valu une distinction haut de gamme en présence de ses pairs. Lors de cette même convention congrès, le Lions Club Cotonou, l'eau vive, présidé par Guy Thierry Constant Felijo, a été honoré 3e meilleur club du district 403 à 4. Une distinction aux allures d'une véritable reconnaissance qui s'impose sans équivoque comme le couronnement des efforts, sacrifices et choix faits par le président du Lions Club Cotonou, l'eau vive et toute son équipe au cours de l'année Lyon 2023 qui connaîtra son épilogue le 30 juillet prochain. Intéressons-nous à la matinale qui fait de la bonne foi du gouvernement confirmé en matière de réforme. Dans la presse, son gros titre souligne que le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, s'est entretenu avec la presse en ligne le week-end écoulé dans le cadre de la rencontre hebdomadaire avec les journalistes. Actualité oblige, Wilfried Léandre Ngouedji a été invité à se prononcer sur l'univers des médias au Bénin 48 heures après la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour lui de réitérer la bonne volonté du gouvernement exprimée par le chef de l'État Patrice Talon de sortir le secteur de l'ornière. De son côté, Bénin Intelligent s'intéresse à la Société béninoise d'énergie électrique pour écrire qu'après les sensibilisations, la Société béninoise d'énergie électrique passe au démantèlement des réseaux de fortune, toile d'araignée. La phase pilote de l'opération a démarré le samedi 6 mai à Révier-Saugan, dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a été lancée par le directeur général de la SB2E, Gérard Zagrodnik, aux côtés d'autres responsables de la société et d'une équipe technique. Dans le cadre de l'opération, plusieurs compteurs vont être posés dans des maisons conformément à la branche du projet 2 millions d'abonnés de la SB2E. La nouvelle réjouit fortement les citoyens qui expriment leur reconnaissance aussi bien à l'équipe de la SB2E qu'au gouvernement, insiste le journal. Sport avec le pays émergent qui rapporte qu'à 4 mois du 50e championnat du monde de pétanque que s'apprête à organiser le Bénin à Cotonou, la Confédération africaine des sports boules passe à la vitesse supérieure. Le samedi 6 mai 2023, le président El Hadji Ibrahima Idrissou a officiellement installé 10 chargés de mission au sein du comité national d'organisation pour ce grand événement qui s'annonce grandiose sur nos terres. Le Bénin met tout en place pour réussir l'organisation. L'événement précis ajoute que le président, après avoir présenté l'importance de la mission assignée à ces hommes avertis, leur a laissé entendre ses attentes. Nous souhaiterions obtenir de vous à 4 mois des compétitions, des comportements dignes de responsables guidés par la disponibilité et la rigueur dans la courtoisie et la loyauté dans la plus grande humilité, car la cause est certes grande et commune, mais l'image de la CASB et surtout celle de la République du Bénin doivent être bien soignées et sauvegardées, a-t-il déclaré. Il n'a pas manqué de marteler dans l'exercice de vos différentes tâches à vous assigner. Vous voudriez bien, en cas de questions embarrassantes, vous référer au président de la CASB, que je suis. En guise d'exhortation, le président Ibrahima Idrissou a invité chacun des chargés de mission installés à faire sienne la devise olympique: plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
C'est donc le résumé de l'actualité tel que proposé par les journaux dans leur production de ce lundi 8 mai 2023. Et c'est justement par cette revue de presse signée à Siongo Kanye Siongo que nous terminons Actu Matin, ce rendez-vous matinal de l'information et de commentaires de l'actualité sur Canal 3 à Bénin. Ça se passe désormais du lundi au vendredi de 6h30 à 8h30. C'est donc le créneau de diffusion de ces informations relayées, actualisées, commentées, et bien analysées aussi. Merci d'avoir été en notre compagnie depuis 6h30. Retenez qu'aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et le prochain rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, 13h avec Eric Guédénon. Et puis à 19h30 avec Ulrich Ekwe et Gaba. L'actualité c'est en continu aussi sur Canal 3 Bénin et sur les différentes plateformes numériques de l'organe de presse. Demain on reviendra par ici et dans la deuxième partie on discutera question éducation. On parlera aussi de ce projet du gouvernement d'organiser des assises nationales sur le sujet de la démographie et de la gestion donc, des naissances au Bénin. On viendra avec l'analyse de quelques spécialistes, mais aussi des débatteurs. D'ici là, vous vous portez très bien. Vous avez une bonne journée de travail et surtout une bonne semaine de travail. N'oubliez surtout pas de suivre les programmes de Canal 3 Bénin.